Fait que là, ça va pas bien. L'électron se comporte comme une onde, il ne peut pas tourner autour du noyau, il y a différents niveaux d'énergie, puis tu ne peux pas savoir il est où. On fait quoi avec ça? Et là, Schrödinger débarque avec une série de calculs, une série de chiffres, d'opérations mathématiques, il arrive avec son équation de Schrödinger. Ah, d'ailleurs, vous connaissez le chat de Schrödinger, hein? Peut-être que vous ne le connaissez pas, mais il disait que le chat est soit mort, soit vivant. C'est parce que Schrödinger ainsi qu'Einstein étaient très critiques de l'interprétation de Copenhague de la physique quantique. Hein, la physique quantique, jusqu'à date, Heisenberg et sa gang, Max Born, Bohr, d'autres, l'expliquaient qu'une particule pouvait être à la fois dans une phase X et à la fois dans une phase Y. Par exemple, il pouvait se retrouver à la fois ici puis à la fois là, et tant que tu ne le regardes pas, il est aux deux places en même temps, puis dès que tu le regardes, l'expérimentateur modifie ce qui se passe, et là, donc, la particule est soit là, soit là. Mais tu sais, ça ferait en sorte que, imaginez un chat dans une boîte qui est à côté d'un flacon de cyanure, puis ce flacon de cyanure-là, il y a un marteau qui va l'ouvrir bientôt. Le marteau, lui, est accroché à un compteur Geiger, puis le compteur Geiger, lui, il y a une source radioactive à côté. La source radioactive, selon les principes de physique quantique, peut, selon l'interprétation de Copenhague, peut envoyer ou pas une particule radioactive au compteur Geiger. Puis selon l'interprétation de Copenhague, il faut considérer les deux, que les deux se passent en même temps. Il l'envoie et pas la particule. Fait que comme ça déclenche et pas le poison et ça tue et pas le chat. Et le chat est donc mort et vivant à la fois. Fait que vous venez de développer du zombie quantique. Fait que jusqu'à temps que tu l'ouvres. Mais là, il est soit mort, soit vivant. Mais tu sais, ça n'a pas de sens. Et l'expérience imaginaire là, du chat de Schrödinger, c'était pour montrer un peu les failles qu'il y avait dans l'interprétation de Copenhague de la physique quantique. C'est un peu risqué de dire que l'électron est à la fois une onde et une particule, puis quand tu le regardes, là, il se comporte comme une onde, là, il se comporte comme une particule, ou il est à la fois de tel spin et tel spin, jusqu'à temps que tu le regardes, là, ensuite, il se décide. Ça impliquerait des chats zombies. C'est suspect. C'est probablement pas ça. Mais Schrödinger n'est pas arrivé avec une clarification de tout ça. Il est juste venu brouiller les cartes en disant regardez, ça n'a pas de sens, votre interprétation de Copenhague de la physique quantique. Mais il est arrivé avec une équation. Puis son équation, elle, a permis de clarifier des choses. Mais c'est pas lui qui l'a clarifié. Il ne comprenait pas tout à fait son équation, mais son équation fonctionnait. Elle fonctionnait à un point tel que, contrairement à Bohr, où son équation fonctionnait seulement pour l'hydrogène ou le lithium 2+, l'hélium 1+, bref, les atomes avec un seul électron, Schrödinger, ça marchait pour tous les atomes. Il avait trouvé de quoi. Son équation était débile, était capable d'expliquer le comportement de tous les électrons, de tous les atomes, et ça marchait à chaque fois. Par après, Heisenberg, qui était un peu son compétiteur, Schrödinger lui est parti aux États-Unis pendant la Deuxième Guerre mondiale, il ne voulait rien savoir de Hitler. Heisenberg lui est resté avec Hitler, essayait de développer la bombe nucléaire avec Hitler. Bref, ça a créé un schisme dans la physique quantique, la Deuxième Guerre mondiale. Ça a créé deux camps, pas rien qu'à peu près. Chacun de son côté essayait de développer la bombe nucléaire. Heureusement, c'est pas Heisenberg qui a gagné. Ça aurait été épouvantable. Ça aurait été vraiment dégueulasse, en fait. Fait que ce que je disais, excusez, là, je tergiverse, mais Schrödinger est arrivé avec une équation capable de prédire comment allait se comporter l'électron, peu importe l'électron, peu importe l'atome, mais Heisenberg l'a suivi de peu. Lui est arrivé avec des matrices, en fait, il était parti dans la mer du Nord avec sa blonde prendre ça relax dans un bateau, il faisait des équations mathématiques, puis il est arrivé à quelque chose d'équivalent à Schrödinger, mais après, puis avec des matrices. Schrödinger, lui, est arrivé avec des équations sinusoïdales. Hein? Il était parti avec l'idée que l'électron se comporte comme une onde. Mais il y a moyen d'avoir l'équivalent de ça juste avec des matrices. Fait que l'équation de Schrödinger, c'est celle-ci, ça à apprendre par cœur. Faites-vous-en pas. Moi, j'ai eu à la résoudre, faire l'intégrale double de ça à l'université. C'est épouvantable à faire, mais ça se fait. Vous allez être capable. Peut-être que dans votre cours d'intégrale, vous allez le faire. Et ça permet de savoir où est l'électron. Schrödinger, lui, expliquait son équation ainsi, mais c'est là qu'il avait tort. Il dit, quand on fait l'intégrale double de l'équation, ça permet de savoir où est l'électron et ça donne une zone. Ça donne une zone, puis lui disait que c'était la densité de la charge. Fait que ça ici, si ça donne cette zone-là, c'est que la charge est surtout dense là, l'électron est diffus là. Or, c'est pas le cas. L'électron,
ne peut pas avoir une charge diffusée dans tout ça. On aurait donc des fractions de charge. Or, on n'en voit pas de fractions de charge quand on push de l'huile sur notre télescope. Il n'y a pas de fraction de charge. Fait que c'est un peu bizarre, là, ça ne marchait pas. C'est pour ça qu'Heisenberg est arrivé avec son interprétation à lui, qui était pas mal solide, avec Max Born, surtout Max Born, il me semble. Lui, son interprétation des équations de Schrödinger, c'était ça, là, ton équation Schrödinger, là, c'est la probabilité où tu retrouves ton électron. Puis ça, c'est pas mal resté. Vous ouvrez les livres de physique quantique, puis ça risque ou de chimie, ça risque d'être pas mal tout le temps ça qu'ils vont vous dire. Les équations de Schrödinger vous permettent de trouver la zone de probabilité où vous allez retrouver un électron. Fait qu'une intégrale double de tout ça, mais ça permet de retrouver la zone où vous pouvez le retrouver. Fait que, imaginez qu'on a une fonction d'onde comme ceci, whoop, comme cela, puis qu'on fait une intégrale double, on la fait spinner sur l'axe des Y, on la fait spinner après ça sur l'axe des X, et vice-versa. Bien, en la faisant tourner d'un côté, ça donne un sombrero, en faisant tourner de l'autre côté, ça fait une sphère. Fait que c'est là qu'est arrivée la zone de probabilité où vous pouvez retrouver votre électron. Vous avez donc un noyau et un électron qui a une forme de sphère. Vous avez une zone de probabilité où retrouver l'électron. J'aime pas beaucoup l'histoire de zone de probabilité où trouver l'électron, parce que c'est une interprétation des expériences des mathématiques. Mais chose certaine, c'est que l'électron se comporte comme une onde tridimensionnelle en forme, entre autres, de sphère. Est-ce que c'est une zone de probabilité où le retrouver? Est-ce que c'est une diffusion de la charge, comme le disait Schrödinger? Peut-être, peut-être. Il y a une couple de trucs qui clochent dans toutes ces interprétations-là, mais chose certaine, c'est que l'électron se comporte comme une onde, entre autres, et il peut avoir une forme de sphère. Puis selon son niveau d'énergie, il peut avoir différentes tailles. Fait que ça pourrait être une sphère particulièrement grosse, une sphère particulièrement petite, une sphère pas mal plus grande encore, ainsi de suite. Fait qu'un atome peut avoir donc un électron au niveau 1, 2, 3, 4. L'interprétation de bord reste, il y a encore les niveaux 1, 2, 3, 4. Fait que ça marche. Mais est-ce qu'il tourne autour? Non. L'électron est sous forme sphérique et c'est une onde tridimensionnelle autour de votre atome. Puis il n'y a pas juste le n, le nombre qui permet de dire s'il est au niveau 1, 2, 3. Dans l'équation de Schrödinger, quand on la résout, vous retrouvez trois nombres quantiques. On a trouvé un quatrième un peu plus tard, on va y venir, mais on trouve trois nombres quantiques dans l'équation de Schrödinger. Le niveau d'énergie, fait que soit l'électron est au niveau 1, 2 ou 3 ou 4, par exemple, mais il peut y avoir aussi le nombre quantique secondaire. Fait que vous faites l'intégrale double de votre équation de Schrödinger, vous retrouvez le nombre L, le nombre quantique secondaire. Et ça va vous donner soit 0, soit 1, soit 2, soit 3. Puis en faisant l'intégrale double, on réalise que ça forme soit une sphère, ça c'est L est égal 0. Lorsque L est égal à 1, ça fait une forme de papillon, comme ceci, dans l'axe des X, dans l'axe des Y et dans l'axe des Z. Ça peut avoir, puis de différents niveaux. Fait que vous pourriez avoir des formes sphériques au niveau 1, 2, 3, 4. Vous pourriez avoir des formes de papillons au niveau 2, 3 et 4. Vous pourriez avoir des formes D qui sont super belles, comme ça, et lancées sur l'axe des X, des Y. Ça passe à travers le cadran qui est en face de nous, puis ensuite ça s'éloigne, puis l'autre ici s'éloigne, puis ensuite se rapproche de nous. C'est des formes un peu étiolées de fleurs. J'avais des étudiants qui les appelaient les daisies, comme ça, ou des fleurs déformées. Il peut y en avoir au niveau 2, 3 ou 4. Et finalement, les formes F, qui sont encore plus étiolées comme ça, ce sont différentes formes que peuvent prendre les électrons. C'est quand même nice, là. Fait que l'électron, c'est une onde, ça peut être sous forme sphérique, de papillon, de daisy, de forme de fleurs hyper étirées, des formes S, P, D, F. Ça correspond au nombre quantique secondaire 0, 1, 2 ou 3. Le troisième nombre qu'on peut retrouver dans l'équation de Schrödinger, c'est celle-ci, c'est le moment magnétique, le ME ou le ML, tout dépendamment de l'ouvrage que vous utilisez. Et ça correspond à l'orientation. Dans le cas des P, soit dans l'axe des X, des Y ou des Z, bien, ça peut être soit dans l'axe des X, l'orientation 0, l'orientation plus 1 dans l'axe des Y, ou dans l'orientation des Z, moins 1. Fait que ça fait trois orientations possibles. Dans le cas des orbitales en forme D, bien, ils peuvent avoir encore plus d'orientation. L'orientation 0, l'orientation 1, l'orientation 2, l'orientation moins 1 et l'orientation moins 2. Vous vous souvenez,
La forme Daisy, la forme D, c'était L est égal à 2. Mais regardez, les orientations, ça peut être moins 2, moins 1, moins 2, moins 1, 0, plus 1, plus 2. Quand on avait une forme de L est égal à 1, la forme papillon, ça pouvait être, je reviens en arrière, ça pouvait être 1, 0, plus 1, comme ça. Puis la forme sphérique, pas d'orientation possible. Une sphère, peu importe comment vous la tournez, ça reste toujours la même orientation. Fait que lorsque L est égal à 0, le ME peut juste être 0. Lorsque L est égal à 1, les bleus ici, ça peut être soit moins 1, 0, plus 1. 3 orientations possibles. Lorsque L est égal à 2, bien, il peut y avoir 5 orientations possibles. Moins 2, moins 1, 0, plus 1, plus 2. Les 5 orientations que j'ai faites ici, comme ça. Et lorsque L est égal à F, donc L est égal à 3, ça peut être moins 3, moins 2, moins 1, 0, plus 1, plus 2, plus 3. Ça nous fait 7 orientations possibles. Fait que plus on monte dans les niveaux quantiques, plus il y a de L possible, plus il y a de ML possible. Et là, ça, c'est arrivé après. Historiquement, ça aurait pu être l'inverse. On aurait pu découvrir le spin avant. Ça n'a pas été le cas. Ça aurait été comique de l'imaginer. Les spins des électrons, c'est assez intéressant. Les électrons ont une charge, hein, ils sont tous moins 1, mais ils ont des champs magnétiques aussi. Puis un électron a une charge qui tourne, génère un champ magnétique. Une charge qui bouge génère un champ magnétique. Vous connaissez la règle à main droite. Une charge qui se déplace par là va générer un champ magnétique comme ceci. Alors les électrons ont des champs magnétiques qui tournent tout autour d'eux. Fait qu'on présume que les électrons sont en train de tourner comme ça. Puis comme la Terre tourne, elle génère son propre champ magnétique. Il y a des charges dans le magma. Ça nous fait notre champ magnétique qui oriente nos boussoles. Fait qu'on imaginait que les électrons tournaient sur eux-mêmes, généraient un champ magnétique. Puis quand on faisait passer un faisceau d'électrons à travers un aimant, qui a un champ magnétique comme ceci, la moitié des électrons se déplaçait comme ça et l'autre moitié se déplaçait comme ça. Ça, c'est l'expérience qui permet de démontrer que oui, les électrons ont bel et bien un champ magnétique. La moitié d'entre eux, je ne me souviens plus comment ils ont fait leur échelle, là. Je pense qu'un photon arrivait à 1 ou moins 1, telle autre molécule arrivait à moins 2 ou moins 2, ils ont tracé leur échelle et les électrons arrivaient à plus une demi et moins une demi. Fait que les électrons ont des spins de plus une demi ou moins une demi. Fait que c'est vraiment indépendant de l'équation de Schrödinger, la découverte des spins. On aurait pu le découvrir bien avant l'équation de Schrödinger. Il faut croire qu'on aimait beaucoup les mathématiques. Puis moins les aimants. Fait qu'on arrive avec un canon d'électrons, on passe à travers un aimant, la moitié s'en va en haut, la autre moitié s'en va en bas. Fait qu'on s'imaginait que les électrons avaient des spins, donc comme les planètes Terre se tournaient autour, mais ça ne peut pas être ça parce qu'un électron, c'est une onde. Ça a une onde soit sous forme de sphère, soit sous forme de papillon, soit sous forme d'une D, soit sous forme d'une F. Wow, minute là. Puis, c'est pas une diffusion de charge. C'est peut-être une zone de probabilité où trouver l'électron. Mais là, une zone de probabilité où trouver l'électron, ça a-tu un spin, cette affaire-là? Peu importe. Chose certaine, c'est sûr que ça importe, mais chose certaine, c'est que les électrons ont des champs magnétiques, soit de plus 1, soit de moins 1. Fait qu'historiquement, on leur donne des spins. Les électrons ont soit des spins de plus une demi, soit de spins de moins une demi. Ça vous donne un code postal. Vous pourriez donc avoir un électron au niveau 3 de L égale à 2, de ML de moins 1 et de spin moins une demi. Vous sauriez donc que cet électron-là est à telle place sur un atome. Alors qu'un autre atome de N égale à 4, L égale 2, ML égale 1 est à telle autre place, de telle autre forme dans un atome. Fait qu'on peut tout caractériser comme ça. Mettons sur un atome d'uranium, avec ses 92 électrons, on est capable de catégoriser, de caractériser chacun des 92 électrons de l'uranium. Lui, il a telle forme, il est à telle place, lui, il est à telle place, lui, il a tel spin. Chacun ont 4 numéros, comme dans un code postal. Le premier, le N, dit il est à quelle hauteur. Le deuxième, le L, dit il est à quelle forme. Le ML, dit il est dans quelle orientation. Et le MS, le spin, décrit justement son champ magnétique. On a toutes les informations nécessaires pour caractériser notre électron. Mais on a certaines restrictions. Au niveau 1, la seule forme qu'on peut avoir, c'est 0. Le L égale 0, la sphère.
Et les seules orientations possibles pour une sphère, c'est 0. On a donc une sphère comme ceci. Lorsque n est égal à 2, donc on est au deuxième niveau de votre atome. Le niveau électronique, on est au deuxième niveau électronique de votre atome. Fait que sur votre atome de bord, mettons, là, votre électron est monté au niveau 2. Il y a deux formes possibles que peuvent prendre les électrons, soit sous forme de sphère, 0, L égale 0, soit sous forme de papillon, L égale à 1. Les orientations possibles lorsque c'est une sphère, il n'y en a qu'une seule, c'est l'orientation 0, mais lorsque vous êtes d'une orientation 1 ou P, vous pouvez être soit moins 1, 0 ou plus 1. Les trois orientations possibles des papillons. Fait qu'un électron au niveau 1 peut être soit au niveau 1, ben, il peut juste être au niveau 1, L0, ME0, puis il peut être soit de spin plus une demi, moins une demi. Fait que ça fait, tu es au niveau 1, les seules possibilités, ça va être spin moins une demi, plus une demi. Fait que ça fait juste 2 électrons possibles au niveau 1. Ça fait juste 2 électrons possibles au niveau 1. Au niveau 1, vous ne pouvez qu'avoir que 2 électrons. Un de spin plus une demi, l'autre de spin moins une demi. Ça explique pourquoi il y a juste 2 atomes sur le top de votre tableau périodique. Il n'y en a pas d'autres. Dès que vous rajoutez un autre électron, vous allez rajouter une deuxième couche. Sur votre deuxième couche, vous avez donc 2 électrons qui peuvent être au niveau 2, L0, M0, soit spin plus une demi, soit spin moins une demi. Puis en plus, vous pouvez avoir 2 électrons de niveau 2, de L égale à 1, donc de forme P, de ME moins 1, soit de spin plus 1, soit de spin moins 1. Fait que ça fait 2 autres électrons. Vous pouvez être au niveau 2, L égale à 1, ME égale 0, soit plus une demi, soit moins une demi. 2 autres électrons. Et si vous êtes de niveau 2, vous pourriez être aussi de niveau de L égale à 1, ME plus 1, soit plus une demi, moins une demi. 2 autres possibilités, ça nous fait 8 possibilités. Combien d'électrons qu'on peut avoir au niveau 2? On peut avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 électrons maximum, sinon on descend dans le tableau périodique. Le tableau périodique aurait pu prédire la physique quantique telle qu'on le connaît. C'est quand même très nice, là. Au niveau 3, vous pouvez être soit de L égale 0, L égale 1, L égale 2. Si vous êtes égal 0, L égale 0, vous pouvez juste avoir une forme de sphère. Lorsque vous êtes L égale à 1, vous pouvez être donc d'une forme de P. Donc 3 positions possibles, 3 orientations possibles. Moins 1, 0, plus 1. Et si vous êtes de niveau 3, L égale à 2, le ME peut être moins 2, moins 1, 0, plus 1, plus 2. Les 5 orientations possibles des orbitales D. Ça nous fait combien d'électrons possibles? 2 spins différents pour chacune de ces catégories-là. Moins une demi, plus une demi, moins une demi, plus une demi, moins une demi, plus une demi, moins une demi, plus une demi. Bref, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Et il y a combien d'électrons à la prochaine? Mettons qu'on s'en va au niveau 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 électrons au niveau 4. Là, on a un petit bug. Au niveau 3, on était supposé en avoir 18. Là, c'est au niveau 4 que ça apparaît. On va le voir au prochain cours, pourquoi ça arrive au niveau 4. Mais, encore une fois, le tableau périodique pouvait prédire justement ce qui se comportait au niveau des électrons, les différentes possibilités qu'un électron pouvait avoir au sein d'un atome. C'est quand même malade. Vous êtes au niveau 4, donc vous pouvez être L égale 0, 1, 2 ou 3, donc des formes de sphères de P, de D ou de F. Les ME possibles vont donc être 0 lorsque vous êtes L est égal 0. Le ME pouvait être moins 1, 0, plus 1 lorsque votre L était égal à 1. Lorsque vous étiez de L égale à 2, vous étiez donc soit moins 2, moins 1, 0, plus 1, soit plus 2. Et si votre L est égal à F, c'est vos fameuses fleurs étiolées. Je pense à la première fois que vous voyez, vous pouviez être moins 3, moins 2, moins 1, 0, plus 1, plus 2, plus 3. Plein d'orbitales possibles. Fait qu'au niveau 4, vous pouviez avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 orbitales possibles pour vos électrons. Donc 32 électrons possibles, puisque dans chaque orbitale, il peut y avoir un électron de plus une demi, une de moins une demi. Ça nous donne 32 électrons. Voyons voir, il y en a combien, mettons, à la ligne 6. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Bang! Il y a 32 possibilités pour un électron
au niveau 6, par exemple. Là, c'est encore embêtant parce qu'on était supposé l'avoir au niveau 4. On va l'expliquer au prochain cours. Mais c'est génial, là. La physique quantique explique combien il y a d'atomes à l'intérieur du tableau périodique dans une rangée. C'est parce qu'un électron, si, mettons, il est au niveau 1, ben, il ne peut pas être de L égale 2. Son maximum, ça va être L égale 0. Jamais le L va dépasser N-1. Puis le ME ou le ML ne pourra jamais dépasser plus ou moins L. Fait que si votre L est égal à 1, ça peut être moins 1, 0, plus 1. Si votre L est égal à 3, ça peut être moins 3, moins 2, moins 1, 0, plus 1, plus 2, plus 3. Mais là, on peut s'amuser. On peut s'amuser à dessiner maintenant tous les électrons qu'il y a dans un atome tel qu'on le conçoit aujourd'hui et non pas comme le fameux atome qu'on retrouve dans les Simpsons ou sur le bord des autoroutes quand on annonce une zone industrielle. Non pas comme l'atome de Bohr, Rutherford Bohr, où là, c'est beaucoup plus précis que ça maintenant. Ça va ressembler à ceci. Au niveau 1, on peut seulement qu'avoir des électrons qui tournent d'une façon sphérique. Puis là, tourne, il y a des guillemets là, qui ondulent de forme sphérique. Donc, c'est une onde tridimensionnelle. Au niveau 2, vous pouvez être soit sphérique, soit sous forme papillon, fait que les formes P dans 3 orientations différentes. Au niveau 3, vous pouvez avoir soit sous une forme de sphère, soit une forme de P, donc beaucoup plus grande parce qu'ils s'en vont jusqu'au niveau 3, dans une orientation X, Y ou Z. Puis au niveau 3, vous pouvez aussi être L égale à 2, donc sous forme de D. Et ces D-là vont aller remplir les espaces non occupés par les P. Fait que vous allez avoir une orbitale P ici, une autre orbitale P, une autre orbitale P, une autre orbitale P, une autre orbitale P, comme ça. Ils vont tous occuper l'espace qu'il y a tout autour de votre atome. Au niveau 4, vous avez les P, vous avez les D et vous avez les F qui peuvent apparaître. Et vous avez plusieurs F qui peuvent rentrer. Et si on tranche votre atome en deux, si on pouvait la trancher, ça ressemblerait à ça. Donc ça, c'est votre modèle atomique tel qu'on le connaît maintenant avec ses différents niveaux. On retrouve les niveaux que Bohr avait établis, mais on voit aussi les différentes formes que Schrödinger a trouvées avec son équation. Et vous avez donc tous ces niveaux comme ça avec ces différentes formes électroniques. Et là, à partir de là, on va être capable d'expliquer pourquoi le sulfate est capable de dépasser l'octet. On va être capable d'expliquer les ponts H. On va être capable d'expliquer pourquoi les forces de London existent, puis pourquoi tout ça. Jusqu'à date, on l'a déduit par nous-mêmes. Je vous présentais des chiffres, je vous présentais des températures de fusion, je vous présentais des SO4, est-ce que ça existe? Est-ce que FH6, ou H7, est-ce que ça existe? Non. Vous déduisiez c'était quoi les règles qui soutenaient les bases de la physique quantique, mais là, on y approche. Avec ça, vous avez les bases. On va pouvoir plonger dans le prochain cours puis expliquer toutes ces caractéristiques-là de la matière avec la physique quantique telle qu'on la connaît aujourd'hui.